L'Ozempic est en train de changer la médecine. Je pense vraiment qu'on n'a pas encore mesuré l'ampleur exacte de l'impact de ce traitement. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, on dispose de médicaments qui sont capables de modifier en profondeur la faim, les compulsions alimentaires, la glycémie, la perte de poids et même parfois, et même assez souvent, le rapport psychologique à la nourriture. Je vous explique. Médicaments qui vont être capables de modifier profondément la faim, les compulsions alimentaires également, la glycémie, la perte de poids et même parfois le rapport psychologique à la nourriture. Alors on voit des patients qui vont dire j'ai carrément plus faim, je ne pense plus à manger toute la journée alors que c'était une préoccupation quotidienne et pour la première fois mon cerveau est plus détendu, plus calme. Alors forcément ça fascine, ça inquiète énormément également et ça fait polémique. Mais parce que en parallèle de ça, on ne voit pas que des effets bénéfiques, bien sûr. On voit des pertes musculaires parfois massives, des carences importantes, des effets secondaires digestifs pour certains patients et des personnes qui reprennent du poids à l'arrêt. Et surtout, on voit énormément de désinformation sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis le docteur Saketti, je suis médecin anti-âgé micronutritionniste. Et si vous faites déjà partie des plus de 400 000 femmes qui me suivent sur Insta, ici vous retrouvez des versions plus longues des vidéos avec plus de détails et parfois plus de nuances aussi. Alors pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à l'enregistrer si elle vous a intéressé, à la partager parce qu'aujourd'hui on va vraiment décortiquer un peu plus en profondeur la science du GLP-1. Alors, c'est quoi réellement GLP-1? Pourquoi les médicaments comme Ozempic ou Wegovy fonctionnent? Qu'est-ce qu'ils font exactement au niveau du cerveau, au niveau de l'intestin? Pourquoi certaines personnes perdent énormément de poids et d'autres pas tant que ça? Quels sont les risques réels? Quels sont les effets secondaires, évidemment? Et on va voir aussi les différences entre Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Et surtout, on va voir, donc restez bien jusqu'au bout. Et surtout, on va voir comment stimuler naturellement son propre GLP-1. Parce que oui, votre corps produit déjà naturellement du GLP-1. Et la dernière partie de la vidéo, c'est plus sur l'axe intestin-cerveau et les méthodes naturelles. Donc c'est probablement l'une des plus importantes. Alors, qu'est-ce que c'est le GLP-1 pour commencer? Ça signifie glucagon-like peptide. Petite précision importante, le GLP-1 est une hormone peptidique. Donc oui, c'est à la fois un peptide par sa structure, c'est une chaîne d'acides aminés, et une hormone par sa fonction. Parce que le GLP-1 transmet un signal à distance dans le corps. C'est ça une hormone, comme l'insuline par exemple. Donc le GLP-1, il est produit naturellement dans l'intestin et il est produit après un repas, principalement par les cellules intestinales, les cellules L intestinales. Pendant longtemps, on a eu une vision extrêmement réductrice et simpliste du tube digestif. On mange, on digère, on absorbe. Aujourd'hui, on sait que c'est clairement plus complexe que ça. L'intestin, c'est un immense organe endocrinien, un immense organe neurologique également, et même, et surtout, j'ai envie de dire, immunitaire. Quand vous mangez, l'intestin va analyser littéralement ce qui lui arrive. Les glucides, les protéines, les lipides, les fibres, vaste sujet, la densité énergétique également et la vitesse également d'arrivée des nutriments. Donc en réponse à ça, l'intestin sécrète différentes hormones digestives. Le GLP-1 en fait partie. La première fonction, c'est de réguler la glycémie. Le GLP-1 va stimuler la sécrétion d'insuline lorsque la glycémie, le taux de sucre dans le sang, augmente. Alors, attention, ça se fait de façon glucose dépendante. Et ça, c'est important parce que ça réduit le risque d'hypoglycémie comparativement à certains autres médicaments. En parallèle de ça, le GLP-1 va diminuer la sécrétion de glucagon, qui est une autre hormone hyperglycémiante. Donc, globalement, moins de production hépatique de glucose, meilleure régulation au niveau de la glycémie, moins de pics également au niveau glycémique et du coup moins de variations brutales. Donc ça, c'est vraiment des effets qui sont très intéressants pour la santé. Mais le sujet
qui a rendu cette hormone mondialement célèbre, bah, c'est évidemment la satiété en rapport avec la perte de poids. Le GLP-1 ralentit aussi la vidange gastrique, la vidange de l'estomac. Autrement dit, les aliments vont rester plus longtemps dans l'estomac et ça change énormément de choses parce que aujourd'hui, une immense partie de la population mange dans un environnement alimentaire complètement dérégulé. Je dis bien complètement dérégulé. Des aliments ultra transformés, une hyper palatabilité, c'est des aliments qui donnent envie d'y revenir et d'en manger plus, des sucres liquides, des textures extrêmement rapides à ingérer qui n'a pas besoin de mastiquer énormément, trop peu de fibres, pas assez non plus de protéines et beaucoup de calories finalement consommées très vite. Donc le cerveau reçoit les signaux de satiété, mais il les reçoit beaucoup trop tard. Le GLP-1, il vient ralentir tout ça en fait. C'est assez intéressant de comprendre le mécanisme. La satiété, elle arrive plus vite et elle dure plus longtemps. Alors, mais c'est pas uniquement mécanique. Et c'est là que le sujet, je dirais, devient réellement passionnant. On va faire un point sur le cerveau, l'intestin et ce qu'on appellerait le food noise. Pendant longtemps, on a pensé que les agonistes du GLP-1 fonctionnaient principalement parce qu'ils ralentissaient cette vidange gastrique. Alors en réalité, les études les plus récentes montrent quelque chose de beaucoup plus complexe. Le GLP-1, il agit directement sur les circuits cérébraux de l'appétit. Et ça change complètement notre compréhension finalement du surpoids et de l'obésité. Parce qu'on a longtemps expliqué aux patients que le problème était simplement comportemental, qu'il n'avait qu'à manger moins. Mangez moins, bougez plus, faites attention. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un en surpoids va sécréter moins de GLP-1 que quelqu'un qui n'est pas en surpoids. Donc en réalité, la faim, elle reste biologique. Les compulsions sont biologiques et les circuits de récompense également. Le cerveau, il reçoit en permanence des signaux qui sont liés à différentes hormones, qui sont liées à l'insuline, qui sont liées à la leptine, qui sont liées au cortisol, qui sont aussi liées au manque de sommeil. Ça, je vous en ai déjà parlé. Le lendemain d'une nuit où on a moins bien dormi, on va consommer jusqu'à 30% de plus de calories. Ça dépend aussi du stress chronique, ça dépend de la dopamine, ça dépend du microbiote, là aussi, sujet passionnant, et ça dépend des hormones digestives. Donc, les agonistes du GLP-1, ils viennent finalement modifier une partie de ces différents circuits et certaines personnes décrivent alors quelque chose de très particulier, c'est ce que je vous dis le food noise, c'est la disparition du food noise. C'est quoi le food noise, le bruit alimentaire? C'est cette espèce de pensée permanente qui tourne autour de la nourriture. Penser au prochain repas, avoir envie de sucre même sans réelle faim, être obsédé par le grignotage, chercher une récompense alimentaire quand on est stressé, quand on est déçu, quand on est en colère. Certaines patientes, elles décrivent littéralement, après la mise en place du traitement, mon cerveau est devenu presque silencieux par rapport à ce food noise. Honnêtement, je pense que beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu ça ne réalisent pas à quel point c'est important pour les personnes qui vivent ça au quotidien. Parce que on a énormément culpabilisé les personnes en surpoids, je trouve, pendant vraiment des années, comme si tout relevait uniquement de leur volonté. Ça n'est pas le cas. En réalité, certaines personnes vivent avec des circuits de la faim, des circuits de récompense qui sont perturbés, qui sont beaucoup plus intenses. Et les données sur le sommeil sont aussi absolument fascinantes. On revient un peu là-dessus. Une dette chronique en sommeil, ça augmente la faim. Ça augmente les envies de sucre. Ça augmente la résistance à l'insuline. Ça augmente la gréline et ça diminue la leptine. Donc, soignez votre sommeil. Le cerveau, il devient littéralement plus attiré par des éléments très denses en caloriques. Le stress chronique, il joue aussi un rôle absolument énorme. Le cortisol va modifier l'appétit, la glycémie, le stockage abdominal, les comportements impulsifs et les compulsions. Et plus on comprend finalement tous ces mécanismes qui sont intriqués, plus on réalise que la prise de poids, elle est multifactorielle. Elle n'est pas inéluctable, mais elle est multifactorielle.
On voit un peu les différentes classes Ozempic, Wegovy, Mounjaro. On va parler un peu de ces différentes classes de médicaments parce que souvent on mélange énormément les choses. Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda, tout cela, ça appartient globalement à la famille des médicaments des incrétines. Mais il existe parmi ces incrétines plusieurs classes. La première classe, c'est les agonistes du récepteur GLP-1. Ça, c'est le cas du sémaglutide, du liraglutide, de l'hexanatide et du laglutide. Ces molécules, elles vont imiter l'action du GLP-1 naturel. Ozempic et Wegovy contiennent par exemple du sémaglutide. Initialement, ça s'est développé dans le traitement du diabète de type 2 et notamment dans les grandes obésités où il y avait des risques cardiovasculaires. Puis les médecins ont observé quelque chose d'assez spectaculaire. Les patients perdaient du poids, beaucoup de poids. Wegovy contient également du sémaglutide, mais avec des dosages destinés à la prise en charge de l'obésité. La deuxième classe, c'est les doubles agonistes, c'est GLP-1 et GIP. Là, on retrouve notamment le tirzépatide, qui est commercialisé sous le nom de Mounjaro, ça doit vous parler plus. Le GIP, c'est une hormone incrétine, donc le tirzépatide agit sur les deux voies métaboliques simultanément. Les résultats peuvent réellement être extrêmement impressionnants. Mais prudence également. Certaines études montrent des pertes de poids qui peuvent aller jusqu'à 20% du poids. Il existe aussi une troisième stratégie thérapeutique dont on parle moins pour le grand public, c'est les inhibiteurs de la DPP4. Alors eux, ils ne vont pas mimer directement le GLP-1, ils empêchent simplement sa dégradation et leur effet sur le poids est beaucoup plus modeste. Et surtout, on ne les associe pas aux agonistes du GLP-1. On est vraiment parti un peu dans les profondeurs du fonctionnement. Maintenant, on voit les études cliniques et les chiffres. Quand on regarde les études, les chiffres sont difficiles à ignorer, clairement. L'étude, par exemple, STEP 1 avec le sémaglutide montre environ 15% de perte de poids en moyenne. Il faut comprendre ce que ça représente réellement pour une personne à 100 kilos, ça fait quand même 15 kilos de poids. Et certaines personnes perdent beaucoup plus. Là, on parle d'une moyenne. Donc, il y a énormément de variations individuelles. Entre chaque personne, on peut vraiment avoir des pertes de poids très variables. Et le sommeil, la résistance à l'insuline, la masse musculaire, le microbiote, l'activité physique, le contexte hormonal, le stress, je vous l'ai déjà dit, le comportement alimentaire, tout ça, ça influence bien sûr énormément les résultats de la mise en place de ce type de traitement. Et surtout, il y a un point extrêmement important dont on ne parle pas assez. Vous le voyez arriver ou pas? C'est la masse musculaire. Parce que oui, certaines personnes perdent malheureusement du muscle et perdent parfois beaucoup de muscle en même temps que la perte de masse grasse. Ça peut réellement devenir très problématique, surtout, et vous le savez déjà, après 40 ans. Parce qu'on entre déjà physiologiquement dans une phase où la sarcopénie, la perte de masse musculaire, augmente progressivement et où on a une espèce de résistance anabolique, plus de difficulté à refabriquer du muscle. Or, le muscle, c'est la longévité. Le muscle, c'est la mobilité. Le muscle, c'est un organe hormonal lié à la sensibilité à l'insuline. C'est bien évidemment la prévention des chutes, la santé osseuse, parce que plus de muscle est associé à une meilleure densité osseuse. Le muscle, c'est la dépense énergétique. On sait que la quantité de muscle euh, conditionne le métabolisme de base. Donc perdre du poids sans préserver cette masse musculaire, c'est clairement pas une bonne stratégie. C'est pour ça qu'une alimentation suffisamment riche en protéines et un travail musculaire suffisant restent fondamentaux. Je répète, protéines et travail musculaire obligatoire. Honnêtement, je pense qu'on sous-estime énormément l'importance du renforcement musculaire chez les personnes sous-agonistes du GLP-1. On commence à y prendre plus attention, mais c'est vraiment prioritaire, primordial. Alors, les effets secondaires et les risques. On va parler honnêtement.
des effets secondaires, les plus fréquents, c'est les troubles digestifs. On peut avoir des nausées, on peut avoir des troubles du transit, notamment à type de constipation, on peut avoir des ballonnements, parfois même dans certains cas extrêmes des vomissements ou des sensations de pesanteur, de lourdeur, qui peuvent être particulièrement incommodantes et qui peuvent amener à l'arrêt du traitement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous l'ai expliqué dans le fonctionnement, l'estomac va se vider beaucoup plus lentement. Donc chez certaines personnes, on a l'impression littéralement que la digestion est un peu bloquée. Donc on peut aussi avoir d'autres signes que ces signes, inconfortables. On peut avoir une baisse importante de l'appétit, des apports protéiques insuffisants par manque de faim, une fatigue marquée parfois, des difficultés à atteindre les besoins nutritionnels optimaux et chez certaines femmes, ça peut forcément favoriser cette perte musculaire importante dont je vous parlais. Il y a aussi un effet secondaire esthétique dont on parle moins, mais pour lequel je suis sensibilisée. Il est moins important, mais le relâchement cutané après perte de poids rapide ou massive, le même que pour des chirurgies. Quand une personne perd beaucoup de poids en peu de temps, la peau n'a pas le temps de s'adapter. Ça peut donner un visage plus creusé, ça peut donner une perte de soutien au niveau des joues, un relâchement du tiers inférieur du visage, de l'ovale. Au niveau du cou également, les bras, les cuisses et le ventre peuvent être particulièrement impactés. C'est pas l'Ozempic, on parle d'Ozempic Body, Ozempic Face, c'est pas l'Ozempic lui-même qui fait vieillir, entre guillemets, qui donne cette impression de vieillissement, c'est la rapidité et l'importance de la perte de volume graisseux qui peuvent révéler ou accélérer un relâchement qui était déjà présent. Après 40 ans, c'est encore plus marqué parce qu'on a une diminution progressive, vous le savez, du collagène, de l'élasticité des tissus, de la masse musculaire qui participe également au soutien et à la qualité des volumes du visage. Et parfois, dans ce contexte-là, on va vraiment avoir un affaissement important. Donc, le traitement va être vraiment pensé avec une balance. Il faut penser aux protéines, à la masse musculaire, au renforcement musculaire, à la qualité de la peau, du visage, à la qualité du sommeil, à la micronutrition, aux carences et à la vitesse de perte de poids. Parce que perdre du poids, oui, mais perdre du muscle, creuser excessivement un visage, relâcher les tissus, avoir un aspect finalement vieilli du visage et fragiliser aussi le métabolisme, c'est clairement pas du tout l'objectif. Donc, il existe des contre-indications maintenant, il existe des précautions et il existe des situations où ces traitements ne sont pas adaptés. Et surtout, ça n'est pas des médicaments bien-être. C'est pas, je vais prendre un exemple, vous comprendrez plus tard. Ce n'est pas un traitement comme, le yerba maté. Je dis ça parce que ça c'est une des façons, simples de stimuler, le GLP-1. Alors, autre sujet hyper important, la reprise pondérale. La reprise pondérale, parce que beaucoup de personnes pensent: «Je vais faire ça quelques mois et arrêter et puis c'est fini». Mais la plupart des études montrent qu'à l'arrêt, une partie importante du poids peut malheureusement être reprise. Et quand on reprend du poids, c'est pas du muscle, on reprend de la graisse. Donc on peut avoir perdu graisse plus muscle et reprendre que de la graisse. Et du coup, métabolisme de base moins important, effet yo-yo. Pourquoi? Parce que la biologie revient progressivement à son état initial. Ça montre quelque chose de fondamental. Les médicaments seuls, mais je pense que vous avez compris, j'en suis convaincue, ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Il faut du renfort, il faut de la progressivité. Alors, comment est-ce qu'on peut naturellement stimuler son GLP-1? C'est maintenant la partie la plus importante que vous attendez probablement. Comment améliorer naturellement son GLP-1? Premièrement, c'est l'apport en protéines. Les protéines de bonne qualité augmentent fortement la sensation de satiété et en les ingérant doucement, en mastiquant. Beaucoup de femmes, surtout après 40 ans, n'en consomment pas suffisamment. Je devrais même dire la majorité. Deuxième point, les fibres. Là encore, consommation très souvent insuffisante. Les fibres, elles, ralentissent l'absorption des glucides. Les diabétiques le savent. Elles nourrissent le microbiote. Elles améliorent et elles augmentent la satiété et elles participent directement, écoutez bien, elles participent directement à la production de GLP-1. Troisième point, l'activité physique. Le sport améliore la sensibilité à l'insuline, améliore la santé de vos mitochondries, réduit l'inflammation
et améliore la régulation de l'appétit. Alors non, vous n'avez pas besoin de faire 2 heures de cardio tous les jours. La masse musculaire joue probablement un rôle beaucoup plus important que ce qu'on imagine dans cette régulation. Le renforcement musculaire est probablement l'un des meilleurs investissements métaboliques après 40 ans. Je vais le répéter ça. Le renforcement musculaire est probablement l'un des meilleurs investissements métaboliques après 40 ans. Enlevez probablement. Ensuite, le sommeil. Le manque de sommeil dérègle littéralement les hormones de la faim et de la satiété. Et beaucoup de personnes sous-estiment complètement l'impact métabolique d'une dette chronique de sommeil. Je le dis pour toutes les femmes actives qui me regardent et qui sont toujours au taquet. Privilégiez le sommeil, vraiment. Autre sujet, les aliments ultra transformés. Ils sont conçus pour contourner les signaux naturels de satiété, pour y revenir, pour consommer. Texture fondante, association sucre, gras et sel. Je le fais bien. Densité calorique très élevée. Vitesse d'ingestion trop rapide. Le cerveau, il est littéralement dépassé. Littéralement. Et dernier point hyper important, le microbiote. On sait aujourd'hui que certaines bactéries intestinales influencent directement les hormones de la satiété. Rendez-vous compte, oui, l'intestin influence le comportement alimentaire. Bon, on a vu déjà beaucoup de choses. Il est temps de conclure. Alors, en conclusion, le GLP-1, c'est probablement l'un des exemples les plus fascinants de la communication entre l'intestin et le cerveau. Je pense qu'on ne mesure pas encore complètement les conséquences de cette révolution thérapeutique parce que ces traitements, lorsqu'ils sont bien conduits, peuvent changer la vie de certains patients et leur pronostic. Mais, ils soulèvent énormément de questions sur la prévention, sur la nutrition, sur la masse musculaire, l'activité physique, sur l'environnement alimentaire et surtout sur notre compréhension du poids. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus réduire l'obésité, le surpoids, les compulsions alimentaires à un simple manque de volonté. J'espère que ça, vous l'entendez. Partagez-le, c'est vraiment important. La biologie joue également et surtout un rôle immense. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris parmi toutes les infos qu'on a vues. Est-ce que c'est le rôle du cerveau? Est-ce que c'est le rôle du microbiote? Les chiffres des études? Est-ce que vous connaissiez le food noise? Ou alors est-ce que vous avez été particulièrement intéressé par les méthodes naturelles pour améliorer votre GLP-1? Pensez à vous abonner, likez la vidéo, ça aide toujours, et partagez-la à quelqu'un qui pense que perdre du poids est uniquement une question de discipline et de volonté. Je pense que ça fera du bien à beaucoup de personnes de savoir que ça n'est pas le cas. Si vous aimez les vidéos longues, scientifiques mais compréhensibles sur les hormones, la ménopause, la santé de la femme, le vieillissement, la micronutrition, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et prenez soin de vous. Moi, je vous dis à bientôt.